Donc Knowledge Plaza, contrairement donc à juste une plateforme de moteur de recherche, c'est une plateforme où on fait de l'engagement, c'est-à-dire on invite les contributeurs à publier sous forme de wiki, à publier sous forme de partage de documents, à publier dans des espaces avec une taxonomie. Donc on n'est pas juste sur du mining, d'indexation, on est également sur la partie allez-y messieurs, publiez quelque chose. Donc il y a une problématique d'appel à interaction. Et Knowledge Plaza, aujourd'hui, donc on a une dizaine de clients du CAC 40, on a des grands groupes comme EDF, SNCF, et je pourrais vous annoncer donc, au début d'année des très belles références qui nous ont rejoints récemment. Et je vais vous montrer deux cas clients dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, jusqu'à présent. Mais avant de vous parler des cas clients, je vais juste vous expliquer un petit peu dans les différents types d'usages que j'ai pu répertorier sur Knowledge Plaza. Donc le premier, c'est clairement le knowledge management, c'est notre corps métier. D'ailleurs, en fait, tout ce qu'on fait provient de ce concept, c'est-à-dire on fait du KM. Et le KM, ça embrasse beaucoup de choses. Ça peut également embrasser la notion de génération d'idées, d'innovation. Pourquoi? Parce que quand on fait l'innovation, on a besoin de la connaissance, on a besoin de savoir. De nouveau, on a pu voir ce matin beaucoup de projets qui sont liés à la détection d'expertise. Et pourquoi on a besoin de ces experts? Pour challenger des idées. Et pourquoi on a besoin de la connaissance? Parce que de la connaissance permet soit la mise en profondeur, soit permettre d'avoir accès à des négations. Sur le plan légal, c'est pas possible de le faire. Sur le plan opérationnel, c'est pas possible de le faire. Ou au contraire, de pouvoir valider la qualité et la faisabilité d'une idée. Donc, si je reviens sur la partie partage de connaissances, on a évidemment des communautés de pratiques qui peuvent être liées à la sécurité, qui peuvent être liées à la qualité, qui peuvent être liées à des problématiques légales. Par exemple, comment ne pas se faire avoir contractuellement en Chine, ce genre de choses. Évidemment, la gestion documentaire, qui est un pan qui commence à venir de plus en plus chez nous. On a des cas avec des grosses bases de données, de documents de 120 000 documents. On n'est pas sur des chiffres à 200 millions, évidemment, vu que c'est pas notre propos, c'est pas notre souhait d'embrasser. On veut plutôt mieux étreindre. Voilà. Et aussi, sur la partie collaborative, on a pas mal de projets qui sont dans une logique de cartographie de la connaissance interne, mais cartographie aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Donc je vais vous montrer aujourd'hui deux projets qui sont en lien avec ce qui se passe plutôt à l'extérieur. Et donc rapidement, Knowledge Plaza, je vous ferai une démonstration un peu extensive juste à la fin, mais on peut voir, il y a un moteur à facettes, il y a un système justement comme je parlais de publisher, où on a une boîte de partage, où on appelle le contributeur à publier de manière plus ou moins structurée. Donc on est à la fois réseau social et à la fois gestion documentaire. Donc un cas spécial qui s'appelle l'ICHOM. L'ICHOM, c'est un organisme transverse qui a pour but de fédérer les hôpitaux sur des maladies particulières, sur des maladies sur lesquelles le partage de bonnes pratiques peut amener le patient à mieux guérir. C'est-à-dire que vous avez certaines maladies où en fait c'est sur le long terme qu'on arrive à faire guérir le patient ou à diminuer sa douleur. Et les bonnes pratiques sont malheureusement pas forcément accessibles dans certains pays ou sont à disposition dans certains pays mais pas répliquées dans d'autres pays. En l'occurrence, cancer de la prostate, la cataracte, maladie artérielle. Donc, quels sont les types de protocoles? Quels sont les indicateurs? C'est tout ce genre de choses qui ont une validité à être mises au niveau global et permettre aux hôpitaux de faire des remontées d'informations. Pourquoi? Parce qu'une maladie peut se comporter différemment dans un pays très chaud et inversement dans un pays très froid ou avec des problématiques de climat plus avérées. Ensuite, donc ça c'est un projet qui est en cours, mais on voit la dimension, il y a une dimension institutionnelle également qui est importante, mais après il y aura aussi une notion d'expertise et de qualification de qui a émis l'information. Un autre projet qui est en pur lancement, qui est vraiment en phase finale de préparation, donc c'est la Croix-Rouge, qui est basée à Genève. Il y a la Croix-Rouge, mais il y a aussi la Fédération de la Croix-Rouge. Et donc c'est un organisme qui est très distribué, avec beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui sont des délégués, qui ont accès à l'information. Et ils ont une structure veille d'une trentaine, cinquantaine de personnes, et ils veulent l'augmenter avec la connaissance de l'ensemble de l'institution. Donc c'est un projet qui est ultra stratégique, qui s'appelle Environment Scanning, donc qui est vraiment une idée
d'améliorer l'écoute pour pouvoir être réactif. Donc là-dessus, une indexation temps réel est fondamentale. C'est-à-dire que si tout à coup il y a une alerte qui doit venir, le document arrive, il est indexé temps réel, et s'il est tagué comme il faut, une alerte qui peut partir chez les gens. Et donc là, typiquement la notion de classification et de valorisation des thématiques ou des régions ou des problématiques liées au mouvement CICR sont clés. Donc on pourrait dire qu'on est une sorte de portail très très dynamique, mais on n'est pas un portail du tout pour eux, on est vraiment une plateforme de transfert d'informations, de captation, et je vais vous expliquer ensuite les concepts qu'il y a derrière. Là vous voyez rien, c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a différents types de bases de données qui peuvent être importées, des bases de données avec lesquelles ils ont des contrats, ou des bases de données avec lesquelles qui ont été cumulées dans le temps. Donc typiquement on a pas mal de clients qui nous demandent d'arrêter des bases Lotus Notes, qui ont des bases Lotus Notes qui datent d'il y a longtemps, et ça leur permet de déjà diminuer simplement des coûts liés à la gestion des serveurs. Donc on a des économies pouvant aller jusqu'à plus d'1 million de francs de coûts de licence annuels, de serveurs, etc. Donc ça c'est assez impressionnant. Donc Knowledge Plaza, cette capacité d'ingestion de données pour devenir une vraie centrale, avec des bonnes métadonnées, avec des bons repositories. Ensuite, on peut intégrer très très bien la partie web page, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. C'est dommage, je ne vois pas le miroir, je pourrais peut-être me mettre un miroir, mais c'est trop tard, je vais faire des allers-retours en niveau. Donc voilà, maintenant on passe sur le gros sujet d'aujourd'hui, qui est le sujet aussi social, comment le social augmente la recherche d'informations. Donc il y a les informations sociales provenant de l'interne, puis il y a aussi celles qui viennent de l'extérieur, à savoir les journaux, les blogs. Et donc je vais rapidement vous décrire en fait l'état actuel du web. Donc on a eu la chance d'avoir Tim Berners-Lee qui a créé un web ouvert en 1990. On a fêté les 20 ans il n'y a pas longtemps. Maintenant je crois qu'on est à 25 ans, en 2014. Ouais, dans les 90, voilà, je vais sauver la face. Et qui est aujourd'hui d'ailleurs en train de penser à tout ce qui est Linked Data, Open Data, qui est clairement en train de dire que ces centrales comme Facebook sont en train de phagocyter le web, en train de capturer le web. D'ailleurs les journaux en souffrent même parce que Facebook est en train de se repositionner comme le journal. Donc le journal que les jeunes, ou même les moins jeunes, ouvrent au quotidien pour aller s'informer comme première source d'information. Pourquoi? Parce que nos amis proches nous amènent des informations qui sont valides. J'ai un ami typiquement qui me fait une veille phénoménale sur tout ce qui est développement durable, parce que c'est ce qui le motive, et donc voilà, tout ce qui est tangible, tout ce qui est concret dans ce secteur-là, je sais qu'il va me l'apporter, et comme je réagis, automatiquement, c'est requalifié, ça vient dans mon flux d'informations. Donc, mais pour revenir à cette notion de open, on pourrait se dire, on a une promesse là, on a un web ouvert, on a une source de connaissances extraordinaire. Sauf que il y a une partie de cette information qui réside dans ces plateformes semi-ouvertes. Twitter, on aurait pu penser que c'était très ouvert, en fait c'est pas si ouvert que ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont des contraintes de contrat, on peut taper que sur 2000 mots-clés, etc. J'y reviendrai sur les problématiques des social channels. Et puis les journaux, ils sont toujours partagés entre est-ce qu'on fait tout gratuit, est-ce qu'on fait semi-payant. Donc on est toujours un peu coincé. Et puis la dernière chose, c'est les plateformes fermées sur lesquelles il y a les problématiques d'accès et de sécurité qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau open web, une chose qui est sûre, c'est que le mobile n'aide pas, parce qu'on a des applications, donc c'est des applications qui sont fermées, il n'y a plus d'URL, vous passez d'une app à une autre peut-être, mais surtout vous restez dans une app. Donc là on est coincé. De nouveau, qu'est-ce qui se passe comme interaction dans cette app? D'ailleurs c'est une problématique pour les marketeurs qui ont besoin de traquer un peu ce qui se passe avec des cookies. Dans une app, c'est difficile d'avoir les cookies. Donc là, on a un problème d'accès aux informations. Mais pourquoi on a eu aujourd'hui une diminution de ce web ouvert? C'est simplement parce que dans la base même de la création du web, on n'a pas pensé à l'identification, à un protocole d'authentification. Donc moi, ça fait 25 ans que je vois de temps en temps des hackers, geeks, des gars qui font de l'open source en train d'essayer de trouver vraiment le moyen pour y arriver. Et peut-être qu'on va y arriver. Là, il y a un protocole qui est en train de se mettre, qui est un protocole un peu parallèle à Bitcoin et qui permet de faire l'authentification. Et qui permet surtout d'avoir des contrats de confiance sans qu'il y ait une centrale qui donne cette confiance.
Donc, typiquement, les actes notariés pourraient être mis à plat avec ce genre de choses. Qui dit acte notarié, dit action. Donc on pourrait voir vraiment toute la façon dont les processus actuels pour faire de l'économie pourraient être mis à plat avec des nouvelles monnaies, avec des monnaies entre guillemets virtuelles, avec les conséquences que ça a. Une chose qui est sûre, c'est que c'est là. Et donc, quel impact ça aura sur nos plateformes à nous, c'est une grande question. Donc moi je pars du postulat que rien n'est acquis, et c'est pour ça que c'est délicat en tant qu'éditeur d'arriver avec ce postulat, mais il faut l'admettre. À partir du moment où on fait du big data, il faut admettre ça. Quand on a quelqu'un en face de vous qui vous dit « ouais, vous aurez accès à tout, vous aurez accès à Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. », j'y crois pas. Pourquoi? Parce que déjà, juste en termes de compréhension de ce que c'est qu'un tweet, le sémantique ne va pas pouvoir comprendre exactement la portée. Il y a eu d'ailleurs, je vais revenir par rapport au CICR et Ebola, pour faire la fin de la boucle. J'ai un journaliste qui m'appelle qui fait « c'est quand même incroyable, bon, Raphaël, est-ce que tu t'y connais en big data ?» Puis moi je fais « pas trop quand même, mais j'ai quand même une compréhension de vers quoi ça va aller, parce qu'en Suisse on a un programme d'intelligence artificielle qui s'appelle le Human Brain Project, puis à terme on devrait forcément avoir des énormes serveurs qui sont capables de comprendre un tout petit message et capables de savoir si cette information est importante ou pas. » Et il y a déjà donc, des Américains qui ont dit « ouais, c'est nous qui avons détecté le premier tweet à propos d'Ebola ». Non. Ils ont trouvé le premier tweet en anglais. Mais d'abord, il y avait l'information qui avait été qualifiée par des journalistes en français. Donc déjà, on n'y est pas encore. On va bientôt y arriver. On a une problématique d'internationalisation. Et on a surtout une problématique, c'est que Twitter nous force à être très sommaire, de par la nature de ce média-là. Ce qui est à la fois le positif et à la fois le négatif, ça n'a pas assez de profondeur pour être utilisable au niveau sémantique. Au niveau sémantique, il faut beaucoup plus de contenu. Donc au niveau Facebook, clairement, la plupart des gens, maintenant je suis sûr dans cette salle, vous êtes à 80% de vos publications qu'en privé, c'est-à-dire que pour vos amis. Donc la connaissance que vous allez partager, elle ne va pas être accessible à d'autres, et tant mieux, quelque part. Par contre, tout ce qui est like, etc., ça c'est oui, ça va être en partie accessible. LinkedIn, c'est son business model, et Instagram, ça appartient à Facebook, donc ça va suivre le même business model. Qui est quoi? Qui est simplement la monétisation de ce que vous faites, de qui vous êtes, de quels sont vos intérêts, pour pouvoir descendre la publicité. Mais pas remonter de la connaissance, parce qu'il n'y a pas un business model autour de la connaissance. Je rappelle qu'on est dans le contexte de la connaissance. Et en fait, on va utiliser la connaissance des uns et des autres pour pouvoir les bombarder de publicité, mais on ne va pas essayer d'utiliser la connaissance des uns et des autres pour pouvoir créer un monde, entre guillemets, meilleur et plus expérimenté. Donc, ce qui est très dommage, mais voilà. Et puis surtout, comme ils veulent absolument monétiser, il y a les marques qui sont créatives, comme je vous disais, rien n'est acquis, et qui font des pieds de nez à Facebook et Twitter, et qui disent, c'est plus chez eux, c'est chez nous. Et venez dans notre application, venez dans notre petit silo. Et là, évidemment, de nouveau, ça veut dire que si on veut savoir ce qui s'y passe, il faut rentrer dans l'application. Donc, si vous êtes un concurrent de Taco, vous ne savez plus ce qui s'y passe. Vous n'arrivez plus à monitorer. Donc, tout vos systèmes de mining, il n'y va pas. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut être réactif et il faut savoir d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Et donc, dans un programme de veille, de monitoring et d'interaction, parce que quelque part, maintenant, votre veille, c'est plus juste l'équipe veille, c'est l'ensemble de l'entreprise qui fait la veille pour vous. Vous parlez de la forêt. La forêt, typiquement, c'est quelque chose de très localisé. Donc, n'importe quel forestier peut être un veilleur, quelque part, en disant « J'ai observé qu'il y a de plus en plus de campeurs qui créent des cabanes, il y a un mouvement hipster, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ou pas Est-ce qu'on a le droit de le faire au niveau des... » Voilà, et qui rendent maintenant peut-être la 3G, de la 4G, enfin, tiens, ça arrive. Et donc, voilà, il y a cette notion de capture. Après, évidemment, il faut un peu la structurer, donc il faut faire appeler les gens à structurer, et si possible, de distribuer. Donc, c'est pas juste de rechercher, c'est si possible de pousser quand même l'information vers ces gens. Donc, pour la capture, nous, chez Knowledge Plaza, tout ce qui est veille, de monitoring, ça ne nous concerne pas, il y a d'autres outils, il y a du Digimine, il y a d'autres, etc. Il y a une pléthore d'outils, parce que, voilà, ils sont compétents pour le faire. Par contre, dès le moment où quelqu'un, notamment le CICR, a détecté quelque chose, donc validation humaine, il faut le pousser. Et là, qu'est-ce qu'il y a à disposition? Il y a une série d'outils, donc on a, nous, un très bon bookmarklet qui permet de très rapidement capturer une web page, générer un PDF, indexer cette page, y poser des tags et ensuite renvoyer ça aux bonnes personnes.
Mais des fois, typiquement je parlais d'une application, il faut faire des captures d'écran. Des fois il faut simplement faire un copier-coller, parce qu'on, par exemple sur un site du Monde, on n'a peut-être pas le droit de faire un import complet, donc on va juste prendre une toute petite phrase en disant il y a un article, c'est payant, donc allez-y. Et puis parfois on a la possibilité de synchroniser, donc typiquement ça peut très bien être un Google Drive sur lequel c'est un doc Google qui est public, et après on veut le rapatrier. Donc là on a les capacités aussi d'import, de synchronisation avec Google ou Dropbox. Une fois qu'on a capturé, il y a clairement une problématique de structuration et distribution. Et là on rentre vraiment dans le vif du sujet, qui est comment j'articule ce qui vient de l'extérieur, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc on a le format initial qui est la base, qui est le wiki, c'est cette notion de storytelling. Je veux rajouter une information complémentaire, ça peut être une question, ça peut être une idée, ça peut challenger un département, ça peut challenger juste un individu, donc je peux notifier la personne, etc. Je vais y apporter des tags, et généralement, si on est sur un réseau social, la partie tag, elle va être mise à la trappe, ou peut-être il y aura peut-être juste un tag, on va directement aller sur un mode espace. Et c'est là où c'est dommageable, parce que si on part sur un mode espace, on repart en mode silo. Et donc aujourd'hui, on voit très clairement, nous, des knowledge managers prendre position en disant non, moins de RSE, plus de knowledge sharing, pour garantir ce transverse, pour qu'une information provenant de l'extérieur puisse être réutilisée par un maximum d'employés. Ensuite, elle va être dispatchée sur les profils, l'activité, et il va y avoir des éléments de conversation, voire de workflow, pour prendre une décision. Donc, on a clairement cette sorte de conflit ouvert. Moi, j'ai assisté à des réunions où quelqu'un va dire moi j'y crois pas aux tags, moi je crois pas aux espaces, puis ça monte comme ça, un peu en mayonnaise, hein, puis nous on est là, on regarde comme éditeur, on fait mon Dieu. En fait, ils ont les deux raisons, mais comment sortir de cette situation? Donc en fait, ça dépend des contextes, et on a besoin d'espace pour fédérer, pour engager, pour que les gens se disent ok, je suis dans ce contexte élargi, c'est une communauté, mais après il faut quand même permettre de donner des raccourcis. Et pour les raccourcis, les tags sont quand même la top priorité. Donc, on a vu aujourd'hui ce matin l'approche transversale pour la partie clairement, on a des moteurs de recherche centrales qui vont piocher dans différentes bases de données. On a l'approche possible intranet ou l'approche qu'on a vue ces dernières années RSE. Ben nous, on est un peu tout ça dans Knowledge Plaza. On est à la fois un moteur de recherche plus ou moins central, donc on va essayer de tuer des anciennes bases de données, du legacy, pour les réimporter. On a à la fois des fonctionnalités RSE, mais on ne va pas trop pousser la partie RSE, déjà parce que, soit parce qu'ils en ont un en interne, soit parce que ça fait peur, simplement la direction d'avoir une approche trop RSE. Donc on a un RSE sans l'être. Et puis la partie intranet, elle fait du sens, parce que des fois, il faut simplement pouvoir exposer un certain nombre de documents, de manière, entre guillemets, soit par arborescence, soit simplement en disant ceux-ci sont les documents importants, et ça on le respecte tout à fait. Donc chez Knowledge Plaza, la connaissance, on essaie de la respecter, de vraiment la valoriser, et donc pourquoi? Parce qu'il y a un problème clairement de distribution. On a vu cette croissance exponentielle de l'information. Donc là je vous mets juste, aujourd'hui, on va le voir avec Microsoft qui va nous présenter Office Graph, on sait qu'à terme, les robots vont travailler pour nous. Ils travaillent déjà en partie avec Sinequa au niveau du Natural Language Processing, mais ça peut aller encore plus loin avec évidemment la compréhension des liens, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution, ou est-ce qu'il faut une cohabitation entre éditeurs et robots? Et pour nous, et là moi je vais défendre coûte que coûte, moi je crois vraiment aux éditeurs, c'est-à-dire aux space owners, à des gens qui disent ok, j'ai l'énergie, je vais structurer l'espace pour qu'il ait une plus grande portée, pour qu'il ait une meilleure classification. Et pour ça, on a dû revoir en fait la façon dont les espaces étaient structurés, pour de nouveau passer, dans un mode RSE, on serait sur 5000 espaces, sur un mode Social Knowledge, on serait plutôt sur 30 à 50 espaces, par contre, avec de la classification. Ensuite, ne pas oublier l'internationalisation. Et un dernier point, le mettre en forme pour arriver à quelque chose de comme ça. Ça peut paraître bête, mais pour arriver à ça, c'est compliqué. Parce qu'il faut choisir la photo, il faut choisir les grandes catégories,
il faut à un moment donné évaluer l'impact du visuel, il faut décider ses grands thèmes, et c'est souvent en fait, ce qui est complètement délaissé dans un projet RSE. Tout le monde crée un petit groupe, les visuels partent dans tous les sens, il n'y a pas de gouvernance là-dessus, et il n'y a pas surtout de sous-catégories. Ce qui fait qu'on va avoir un space Sub-Saharan Africa, on va avoir un space Nigeria, on va avoir un space Kenya, et ça va être chaque fois des silos, puis on va peut-être avoir un responsable Kenya qui va faire stop, je le ferme. C'est pas le but. Donc là, en fait, l'espace, c'est le Africa, ou le Sub-Saharan Africa, et on va avoir des tags qui vont remonter l'information sur ce qui concerne le Nigeria. Si on regarde à un niveau en dessus, donc une fois qu'on a ces accès de Smart Tabs, ça permet directement depuis la homepage de donner des accès raccourcis. Donc d'avoir un peu une dimension portail, mais qui est dynamique. Pourquoi? Parce que quand on clique sur ce contenu, on ne va pas accéder à un dossier fini, on va accéder à des flux de documents qui vont arriver au fur et à mesure que les gens taguent. Et donc ça, c'est un petit virage sur lequel nous, on investit. Et pour ça, il faut que je vous fasse une petite démo. Alors, je vais basculer pour vous montrer si je fais basculer ma fenêtre. Voilà. Donc, magnifique. Donc, vous avez vu que c'est responsive. Donc là, c'est la présentation que j'ai partagée hier à Arnaud. Donc, d'ailleurs, qu'il y avait un petit problème d'accès. Donc, tiens, allons se promener chez Arnaud. On va aller voir. En fait, peut-être pas le droit de montrer ta librairie ici. T'es sûr? T'es sûr. Et là, je vais quand même changer un poil la résolution. Est-ce qu'on arrive à la mettre moniteur? C'est où? En haut à droite. Moniteur, ouais. Changer le zoom? En haut à droite. Ah, changer le zoom, c'est déjà une bonne idée. C'est comment? C'est tac. Voilà, merci. Donc, si on va sur la partie librairie, je vais voir une enquête, je vais voir qu'il a publié 2-3 tags, et je vais aller chez quelqu'un qui est un peu plus actif, en l'occurrence moi. Oui, mais de toute façon c'est le but d'une démonstration. Donc sur chaque profil on a une dimension librairie où les facettes remontent, ce qui fait que typiquement je peux voir tout ce qui concerne Google par exemple, l'organisation. Donc je vois que j'ai remonté à une série de documents. Donc là par exemple ils ont lancé 180 satellites. Pourquoi? Parce que et Facebook et Google veulent améliorer l'accès à Internet. Pour que tous les forestiers du monde puissent renvoyer des informations, et pas seulement ceux en France. Donc là, on est vraiment sur un moteur dynamique en Elasticsearch qui nous permet donc de retrouver. Donc je vois que tous ces contenus sont dans un espace qui s'appelle Innovation Impacting on a Global Scale. Et donc ça, c'est un espace que moi j'ai activé il y a à peu près 8 mois. C'est un espace transverse, innovation pouvant avoir un impact au niveau global. Et je ne savais pas à quel résultat j'allais arriver. Par contre, au bout d'un moment, j'ai pu tirer des conclusions sur les grandes catégories. Pourquoi? Parce que dans ma librairie, je commençais à voir des thèmes ressurgir. Par contre, ces thèmes, je préférais les axer d'une façon qui était la mienne. Donc c'est exactement ça, c'est Smart Tabs, c'est à un moment donné prioriser les thématiques. On respecte en fait la librairie, le moteur de recherche, les facettes, la popularité de certains tags, etc. Mais à un moment donné, on dit non, mais attendez, c'est ça. J'ai la responsabilité de cet espace, et pour moi, je veux clairement que dans mon institution, on se concentre sur la partie management, on se concentre sur la partie gouvernance, etc. Ou 3D printer. Donc on respecte le contexte élargi de l'espace. Et ça peut paraître bête, mais c'est clairement important. Et puis après, on tire quand même profit. Si je vais voir toutes les organisations, je peux quand même voir différentes organisations qui ont été interpellées. Normalement, ça s'ouvre en une seconde. Voilà, donc je peux voir. Tiens, qu'est-ce qu'il y a sur Microsoft?
c'est pas parce que c'est une autre de nos concurrents que je peux pas en parler. Donc là, je ferme. Et smartwatch, les tablettes dans l'espace et un article par rapport au mobile. Évidemment, tout ça et donc potentiellement, si vous êtes dans notre intranet, notre extranet, vous pouvez très bien créer une alerte sur Microsoft. C'est-à-dire, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes ici, vous cliquez une alerte, puis vous dites mon alerte personnelle. Une fois que cette alerte est créée, nous, en tant qu'administrateur, on peut dire, ah tiens, l'alerte est pertinente, on va l'assigner à tel et tel espace. Donc c'est une sorte de Google Alert qui permet une distribution qualifiée. Et ça peut être multi-critères. Et ça peut être un niveau hebdomadaire ou chaque mois. Donc on a vraiment un couteau suisse de la distribution et c'est extrêmement important. Après, il y a la notion de narration. Donc typiquement, je pourrais me dire, ah bah tiens, je vais prendre ces contenus, je vais donc tous les sélectionner, on voit pas très bien, je suis désolé. Je vais les rajouter dans mon panier et je vais écrire un article sur de nouveau mon concurrent et avec donc la possibilité de l'ajouter. Je fais juste un petit peu de nettoyage, c'est bon. Add to collection. Voilà. Et donc là, mon panier va envoyer, on le voit en plus bas, les articles que j'ai été piochés dans ma base de connaissances et je peux, de manière interstitielle, rajouter des informations. Donc là, on est vraiment dans une notion de storytelling qui est quand même fondamentale, parce que c'est comme ça qu'on peut qualifier. L'avantage, c'est que c'est complètement générique, on peut rajouter un contact, on peut rajouter une idée, on peut rajouter une question, et on peut créer donc une capsule complète qui permet d'avoir une vision, soit projet, soit sur un micro-projet, soit sur un projet transverse où on insère l'ensemble des projets et des sous-projets. Donc, quand je disais qu'on est vraiment en amont, c'est jusqu'à ce niveau-là, et on va également utiliser la partie moteur de recherche pour permettre des blocs dynamiques dans ces wikis. Et en termes de démonstration, je pourrais continuer longtemps, mais le problème c'est que la lumière est mauvaise, c'est un peu flou, donc je vais m'arrêter là, et je vous propose de vous poser des questions.